Bien, bonjour à tous. Je suis Thomas de Vettori et avec mon collègue Renaud Chorlet, nous sommes ravis de vous accueillir pour cette conférence du Printemps de la recherche en éducation. L'enjeu de cette manifestation, c'est de promouvoir les recherches en éducation, dans la formation universitaire, professionnelle, des enseignants, des personnels d'éducation, que ce soit en formation initiale ou continue. Le thème choisi pour cette 8e édition est celui de l'histoire et de l'épistémologie des disciplines. Donc, cette thématique est traitée au cours du cycle de conférences d'un point de vue d'une diversité des disciplines, la didactique des mathématiques, qui va nous intéresser aujourd'hui, de l'histoire, de la géographie, de l'éducation physique et sportive, des sciences expérimentales, des langues vivantes, et de l'éducation à durabilité, et enfin, d'un point de vue de la psychologie et de la philosophie. Aujourd'hui, avec mon collègue Renaud, nous allons assurer la fonction de modérateur. Alors, très important, au cours de la conférence, vous allez pouvoir poser des questions en cliquant en fait en bas à droite de votre écran sur l'icône « Questions », tout simplement. Et nous ferons ensuite avec Renaud une synthèse de ces questions en vue de éventuellement les regrouper pour les poser à la conférencière d'aujourd'hui. Justement, la conférencière d'aujourd'hui, c'est avec un très grand plaisir que nous accueillons Evelyne Barbin. Evelyne Barbin est professeure émérite en épistémologie et histoire des sciences. Elle est membre de l'IREM des Pays de Loire et du laboratoire de mathématiques Jean Leray de l'Université de Nantes. Evelyne Barbin est historienne des mathématiques, spécialiste des XVIIe et XIXe siècles. Elle a énormément contribué à la formation des enseignants. Elle a été formatrice pendant 11 ans à l'UFM de Créteil. Et c'est en experte et en grande connaisseuse de la formation qu'elle va aujourd'hui nous entretenir sur les apports de l'épistémologie et de l'histoire des mathématiques et pratiques dans la formation des enseignants, perspectives nationales et internationales et les enjeux de la recherche actuelle. Voilà, bien sûr, si jamais j'ai oublié quoi que ce soit, Evelyne, tu peux compléter et je te laisse la parole. Merci beaucoup. J'attends le diaporama. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Et puis, bonjour à toutes et à tous. Je remercie particulièrement les organisateurs de cette conférence pour leur invitation. Alors, je vais, dans une courte introduction, préciser dans quelles circonstances il y a eu des créations de formations initiales et continues d'enseignants en histoire des mathématiques à la fin des années 1970. Il y a eu en mai 1975 création d'une commission nationale des IREM, IREM, Institut de recherche sur l'enseignement des mathématiques, intitulée Épistémologie et histoire des mathématiques, ceci à l'initiative de deux mathématiciens et historiens des mathématiques, Jean-Louis Auvart et Christian Houzel. Et puis ensuite, il y a eu création dans les IREM de groupes interdisciplinaires de recherche et de formation en histoire des mathématiques. Alors, tout ceci intervient au moment de la contre-réforme des mathématiques modernes, c'est-à-dire au moment de l'abandon de cet enseignement des mathématiques modernes. À l'époque, nous écrivons que l'histoire des mathématiques est une thérapie contre le dogmatisme. Alors aujourd'hui, on ne dirait pas ça, mais on pourrait toujours dire aujourd'hui que l'histoire des mathématiques va à l'encontre d'une vision scolaire des mathématiques. En effet, l'histoire montre que les mathématiques n'ont pas été inventées pour servir de support à des activités pédagogiques, mais qu'elles sont un instrument d'explication, de compréhension et de maîtrise du monde. Les mathématiques, en fait, ont d'emblée un sens, car l'histoire indique la portée authentique des savoirs enseignés. Enfin, les mathématiques font partie de la culture et à ce titre, l'histoire peut légitimer un enseignement des mathématiques pour tous. L'histoire aussi contre une vision arbitraire et hétéroclite des mathématiques. Contre une vision arbitraire. Eh bien, la connaissance historique permet à un enseignant, auquel un élève demande à quoi cela sert, de ne pas répondre en maths, c'est comme ça, ou vous le verrez plus tard. À l'encontre d'une vision hétéroclite des mathématiques, la connaissance historique permet d'établir des liens entre les différentes parties des programmes, par exemple les liens entre les probabilités et les statistiques. Dans un certain nombre de diapositives, je mets en bas des éléments biographiques
des ouvrages pour la formation des enseignants qui ont été écrits en particulier pour les IREM. Alors, contre une vision scolaire arbitraire, hétéroclite, mais pour l'introduction d'une perspective historique dans l'enseignement des mathématiques. Ça, c'est une idée qui émerge immédiatement donc, à la création donc, des groupes IREM. Qu'est-ce que c'est que cette perspective historique? Ce n'est pas un cours d'histoire, ce n'est pas un enseignement calqué sur l'histoire. Ceci désigne la mobilisation dans l'enseignement de toute la réflexion historique et épistémologique de l'enseignant. Autrement dit, il ne peut pas y avoir introduction d'une perspective historique sans formation historique et épistémologique des enseignants. Ceci suppose aussi une intégration de l'histoire dans l'enseignement, qui ne se limite pas à quelques interventions isolées dans l'année et qui seraient spécifiées comme historiques. Une intégration où les apports historiques sont insérés dans la progression pédagogique. Il ne s'agit donc pas du tout de créer une discipline scolaire détachée de la pratique mathématique et ignorante des faits historiques. Mon exposé va contenir deux parties. Dans la première partie, je vais parler des fonctions de l'histoire dans la formation des enseignants. 4 fonctions: fonctions épistémologiques, dépaysantes, vicariantes et culturelles. Dans une deuxième partie, je parlerai des pratiques dans la formation des enseignants, avec la lecture des textes anciens et l'opération de dévolution dans la formation. Je conclurai avec les enjeux actuels. Alors d'abord, la fonction épistémologique de l'histoire. L'histoire indique en fait 3 types de rôles. Le rôle des problèmes dans la construction des savoirs, celui des rectifications des notions et des concepts, et enfin le rôle dans l'activité mathématique des figures, du symbolisme, de la conjecture, de la démonstration, des méthodes, de l'évidence, de l'erreur et de la rigueur. Je vais dire un peu plus donc, sur ces trois types de rôles. Je commence par le rôle des problèmes. D'abord, l'histoire relie les savoirs avec les problèmes qu'ils ont servi à résoudre, et puis des champs de savoir à partir de champs de problèmes, et enfin des problèmes mathématiques aux autres sciences. L'histoire indique aussi l'existence de plusieurs solutions d'un même problème. Alors ça, c'est pas courant dans l'enseignement, hein. En général, on pose un problème et puis on espère une solution. Or, dans l'histoire, il arrive bien souvent qu'il y ait plusieurs solutions à un même problème. Et ça va permettre de montrer le rôle du débat et de la controverse, parce que s'il y a plusieurs solutions, c'est que les mathématiciens ne sont pas d'accord. Et aussi, le rôle de l'argument esthétique, parce qu'un mathématicien peut donner une nouvelle solution, parce qu'il la trouvera, comme on dit souvent, plus élégante. L'histoire met aussi en avant la notion d'obstacle épistémologique, c'est-à-dire la construction de savoirs nouveaux à partir, mais aussi contre d'autres savoirs dans la résolution de problèmes. Alors évidemment, avec tout cela, vous imaginez bien tout ce que l'on doit à Bachelard. Je donne un exemple dans la formation des enseignants à propos des transformations mutuelles des problèmes et des notions. Car l'histoire montre qu'un problème connaît des transformations et que les résolutions nécessitent à leur tour des transformations de notions. Je prends un exemple à peu près au niveau de la formation des lycées, des professeurs de lycée, avec le problème des tangentes et la notion de conique. En effet, dans l'Antiquité, on a un univers géométrique dans lequel une tangente est une droite qui touche une conique. Et les coniques sont elles-mêmes des objets statiques et géométriques. Et puis, au XVIIe siècle, avec Robert Val, il va y avoir changement avec un univers cinématique, aussi bien pour la tangente, qui est la direction du mouvement qui décrit la conique, que les coniques elles-mêmes qui sont conçues à ce moment-là comme des trajectoires de points en mouvement. Je passe à la seconde fonction épistémologique avec le rôle des rectifications de notions. Je prendrai bien sûr
la rectification de la notion de nombre, parce qu'elle est très importante dans la formation des enseignants. Dans les programmes de lycée puis de collège, il est enseigné les nombres entiers, puis décimaux, les fractions, les nombres négatifs, irrationnels, réels et puis complexes. Cela présente des difficultés. Ainsi, les élèves de collège qui rattachent la notion de nombre uniquement au nombre de centimètres et à l'emploi du double décimètre vont résister à la notion d'irrationalité en classe de seconde. Eh bien ici, l'histoire va indiquer aux stagiaires que les situations qui ont conduit à admettre les nouvelles entités comme nombres. Indiquer aussi les obstacles épistémologiques qui ont été franchis et les arguments qui ont été donnés pour étendre la notion de nombre. De plus, les enseignants vont pouvoir distinguer dans les difficultés des élèves les obstacles épistémologiques des obstacles didactiques. Une conséquence, c'est celui du rapport, de la mise en évidence du rapport entre la temporalité de l'histoire et celle de l'enseignant. Nous l'avons dit, une notion peut changer dans l'histoire et un même mot peut désigner dans le temps des notions différentes. Alors c'est le cas de la notion de nombre, on vient de le dire. La prise en compte ici du long terme de l'histoire permet d'étendre la temporalité de l'enseignant d'une période d'une année scolaire à celle du cursus d'un élève au long de sa scolarité. La prise en compte du changement permet aussi à l'enseignant de s'appuyer sur le passé de l'élève, certes, mais aussi d'anticiper son futur, ce qui est important. Alors, troisième fonction, les rôles des démonstrations et des méthodes. Aujourd'hui, à partir du lycée, l'élève doit démontrer, c'est-à-dire raisonner en s'appuyant sur la déduction logique. Mais en fait, il raisonne dès le collège avec des calculs algébriques et puis plus tard, il raisonnera avec des calculs vectoriels. L'histoire permet de comprendre le calcul algébrique ou vectoriel en tant que méthode. C'est une notion qui a disparu de la formation de l'enseignement et qui est importante. L'histoire montre aussi que les démonstrations ont connu plusieurs significations dans l'histoire: expliquer, convaincre et décider. Maintenant, j'en arrive à la deuxième fonction de l'histoire, avec la fonction dépaysante. Paul Veyne écrit dans Comment on écrit l'histoire: l'histoire a la vertu de nous dépayser. Elle nous confronte sans cesse avec des étrangetés devant lesquelles notre réaction la plus naturelle est de ne pas voir. Je dirais, pour l'enseignement des mathématiques, l'histoire a la vertu de nous dépayser, de nous étonner de ce qui va de soi dans l'enseignement. Déjà, le dépaysement peut permettre de comprendre les difficultés des élèves qui ne sont pas comme les enseignants en pays connus. Il aide aussi à mieux entendre les questions des élèves et à mieux interpréter leurs erreurs. Et puis, tout simplement, il permet de mieux les voir penser. Quelle est la valeur formatrice du dépaysement historique? Le dépaysement, il est aussi bien mathématique que culturel. Les mathématiques n'ont pas toujours été enseignées comme on les enseigne aujourd'hui. Elles ont été produites à une certaine époque, en lien avec certaines préoccupations et certaines conceptions mathématiques. Enfin, elles ont été produites dans une ère culturelle et géographique et elles ont circulé. Je reviendrai sur ce point un petit peu plus tard. Dans la formation, il faut orchestrer le dépaysement. C'est ce qu'écrit le groupe AMES à propos d'une formation continue et initiale. Le groupe AMES est un groupe de l'IREM de Clermont-Ferrand et ils écrivent ça dans un article paru dans Repères IREM en 2018. Le dépaysement, on va le voir, peut être facilité grâce à une approche de l'histoire vers les textes, à partir des textes anciens. Excusez-moi. Troisième fonction, fonction vicariante. Alors, je précise tout de suite que le vicaire, c'est celui qui remplace le curé quand il n'est pas là.
De quoi s'agit-il? Les savoirs mathématiques ont été acquis par les enseignants dans les cours de l'école puis de l'université. Ils leur ont permis de résoudre les exercices des examens et des concours. Pour un enseignant du secondaire, les cours ont pu procurer du plaisir et soulever un intérêt. Mais il, elle, a rarement eu l'occasion d'engager ses savoirs dans un travail de chercheur ou d'ingénieur. Une formation historique ici peut permettre de pratiquer des recherches mathématiques, donc fonction vicariante. Pour un enseignant du primaire, les cours ont pu laisser un souvenir désagréable et ne pas avoir fourni une compréhension suffisante. Une formation historique ici peut permettre d'aborder les mathématiques d'une façon nouvelle, fonction donc vicariante. Je vais en dire un petit peu plus. En prenant pour exemple une formation initiale que j'ai donnée à des professeurs des écoles à l'université de Nantes. Le thème était nombres et figures, et dès le début de l'année, je leur parlais des représentations figurées des nombres chez les pythagoriciens, 5e siècle avant Jésus-Christ. Les pythagoriciens classaient les nombres selon des figures géométriques. Il y a des nombres qui sont triangulaires, comme 1, 3, 6, 10, parce que vous voyez, on peut donc les organiser avec une forme d'un triangle qui est équilatéral. Il y a des nombres carrés, comme 1, 4, 9, 16, parce qu'on peut les représenter par des carrés. Il y a aussi des nombres pentagonaux. Après avoir présenté ceci aux étudiants, je leur faisais lire un texte qui est un témoignage du 1er siècle, parce qu'on n'a pas les textes des pythagoriciens. C'est un texte de Nicomaque de Géraz dans l'introduction arithmétique. Je trouvais important, et je trouve important dans la formation, de faire lire des textes. Je veux dire des textes avec des phrases. Pour mes étudiants, futurs professeurs d'école, ça ne présentait pas de difficulté et ils lisaient volontiers ces textes. En revanche, c'était un peu moins évident quand j'étais à l'UFM de Créteil, pour des futurs professeurs de mathématiques de collège ou de lycée. En particulier quand l'un d'entre eux, après qu'on ait lu Euclide, m'a dit « ce ne sont pas des mathématiques ». Pourquoi ce n'est pas des mathématiques? Eh bien parce que dans Euclide, il n'y a que des textes avec des phrases. Il n'y a pas de symbole du tout. Alors justement, les nombres figurés permettent de montrer même des propriétés des nombres. Par exemple, une somme de nombres impairs successifs à partir de 1, c'est toujours un nombre carré. 1 plus 3, ça fait 4. 1 plus 3 plus 5, ça fait 9. 1 plus 3 plus 5 plus 7, ça fait 16. Et bien ça, je peux le montrer avec une figure. Je vais prendre un carré, donc du côté 4, carré 16. C'est un exemple générique, c'est-à-dire je pourrais prendre n'importe quel carré. Et je vais le découper de cette façon-là, vous voyez, avec ces formes-là en équerre que les Grecs appellent des gnomons. Et si vous regardez les gnomons, vous voyez que dans les gnomons, on a 1, 3, 5 et 7. Et j'obtiens bien ainsi que 16 est égal à 1 plus 3 plus 5 plus 7, et je pourrais le faire pour n'importe quelle somme de nombres premiers. Et je demandais donc aux étudiants d'utiliser des figures pour montrer. Alors pour montrer quoi? Je lis la première phrase. Le carré de la somme de deux nombres est égal à la somme des carrés de ces deux nombres plus le double de leur produit, etc. Je leur donnais vraiment cette phrase. Et je ne leur demandais pas de les traduire comme ceci, en ce qu'on appelle des identités remarquables. Ces identités remarquables, en principe, ils les connaissent, mais alors ils les mélangent et ils ne sont pas capables, en général, de pouvoir les retrouver eux-mêmes. Donc, il ne s'agissait pas ici de revenir à ces identités remarquables, mais de revisiter les choses en utilisant des figures. Par exemple, et c'est le genre de choses qu'on trouve dans les leçons arithmétiques de Jules Tendry à la fin du 19e siècle, qui est un ouvrage d'enseignement. Je vais montrer la dernière des égalités,
5 au carré moins 3 au carré est égal à 5 moins 3 par 5 plus 3. Comment je vais faire? Je vais prendre à gauche un carré de côté 5. Je pourrais prendre n'importe lequel, bien sûr. Et puis, je vais retirer 3 au carré. Il me reste à droite cette figure qui est là, qui est donc la figure d'un gnomon. Et cette figure, donc, eh bien, correspond à 5 au carré moins 3 au carré. Et puis ensuite, je vais faire glisser une partie donc, du gnomon sous l'autre. Et j'obtiens à ce moment-là une figure rectangle dont les côtés sont exactement 5 moins 3 et 5 plus 3. Ce qui me permet de montrer par ces figures eh bien, cette identité. Remarquable. Je termine par la fonction culturelle de l'histoire. L'histoire, bien sûr, situe les mathématiques dans le contexte scientifique, technique, philosophique, littéraire, artistique ou social d'une époque. C'est ainsi qu'elle peut permettre de faire des rapprochements historiques comme la démonstration de la géométrie grecque et la naissance de la démocratie, la géométrie perspective avec la peinture à la Renaissance. Et ceci, ça peut donner lieu à des travaux interdisciplinaires entre enseignants de mathématiques, de philosophie ou d'art plastique. Un exemple intéressant au niveau culturel, c'est la circulation des mathématiques autour du bassin méditerranéen. De l'Égypte ancienne au monde grec, du monde grec vers les pays arabes et puis plus tard vers l'Occident, dans les pays arabes à l'époque médiévale, des pays arabes vers l'Europe du Sud à la Renaissance, et puis je dirais en retour, d'une certaine façon, de l'Europe vers les pays arabes, en particulier au XIXe siècle. Voilà une illustration de cette circulation. C'est une manière de poser une multiplication qu'on appelle multiplication par jalousie. On la trouve dans le monde arabe et presque en même temps à la Renaissance, par exemple ici chez Luca Pacioli, Renaissance italienne. Je montrais comment, aux étudiants comment utiliser cette manière de poser la multiplication parce que ça leur permettait de comprendre pourquoi eux posent les multiplications telles qu'ils les posent, telles que nous les posons. Et c'est intéressant parce que ça permet de comprendre pourquoi il y a des retenues aussi, et donc l'importance des retenues. J'en arrive à la deuxième partie donc, de mon exposé avec les pratiques de l'histoire des mathématiques et dans la formation des enseignants. Je vais commencer par la lecture d'un texte ancien dans une formation en parlant de lecture dépaysante et de lecture dialogique. Je poserai la question de qu'est-ce que ça veut dire comprendre un texte dans le cadre d'une formation d'enseignant. Ensuite, je passerai à la formation, d'un corpus de textes anciens lorsqu'il s'agit de composer ce qu'on appelle une intrigue. Et je terminerai par l'opération de dévolution dans la formation, que ce soit dans une formation, un stage ou un cours, mais aussi dans des écrits à l'intention d'enseignants. Alors, lire un texte ancien dans une formation. En réalité, la lecture des textes anciens s'impose d'emblée en opposition à la lecture d'ouvrages d'histoire des mathématiques. Parce que les ouvrages d'histoire des mathématiques, ils ne répondent pas aux questionnements d'enseignement. Ils sont orientés beaucoup, parfois, vers les mathématiques d'aujourd'hui. Et ils sont inattentifs aussi, parfois, aux écritures des mathématiques. Alors, bien sûr, lire des textes anciens, ça demande des recherches documentaires et ça peut poser des problèmes de traduction. C'est pour ça, d'ailleurs, que dans les IREM, nous avons écrit une série d'anthologies à destination des enseignants. Je commence par la lecture dépaysante. Pourquoi une lecture dépaysante dans la formation des enseignants? Je l'ai déjà dit. La valeur dépaysante de l'histoire, elle va de pair avec une approche de l'histoire par les textes anciens. D'abord, la lecture des textes anciens, ça permet, comme on l'a écrit, un choc culturel, en plongeant d'emblée l'histoire des mathématiques dans l'histoire. Mais il ne s'agit pas de lire ces textes avec nos connaissances ou uniquement avec nos connaissances, mais plutôt dans le contexte de celle ou celui qui les a écrits. Car alors, la lecture devient une source d'étonnement, elle questionne des savoirs
et des procédures qui vont de soi dans l'enseignement. Je prends un exemple avec les livres arithmétiques de Diophante d'Alexandrie. C'est un problème, donc qui est le premier problème en fait que pose Diophante. Et je vais commencer par une lecture moderne d'abord. Le problème, c'est de partager un nombre proposé en deux nombres dont la différence est donnée. Diophante prend un exemple, toujours un exemple générique, on pourrait prendre d'autres nombres. Il suppose que le nombre donné est 100, qu'il faille le partager en deux nombres dont la différence est 40. C'est-à-dire qu'il faut trouver deux nombres dont la somme est 100 et dont la différence est 40. Diophante écrit « Posons que le plus petit nombre est un arithme. » Qu'est-ce que c'est qu'un arithme? Il y a toujours un arithme dans les problèmes de Diophante. C'est sa manière de parler de l'inconnu. Et il la note, cet inconnu, sigma. Donc, par exemple, ici, puisque le plus petit nombre est un arithme, le plus grand sera un arithme plus 40, etc. Qu'est-ce que ça veut dire une lecture moderne? Ça voudrait dire qu'on demande donc aux stagiaires de résoudre le problème comme le ferait un élève de seconde. Hein. C'est-à-dire, comment on pose un problème comme ça? On va dire, je cherche deux nombres, donc je les appelle x et y. Et je sais que x plus y égale 100 et x moins y est 40. Et puis voilà, et puis le plus petit nombre, y, c'est l'arithme sigma. Et x est égal à sigma plus 40, etc., etc. On va pouvoir transcrire, on pourrait dire de manière moderne, avec les symboles, les différentes phrases de Diophante pour arriver à sigma égale 30, c'est-à-dire l'inconnu est 30, et donc à la solution du problème. Oui, mais ça, ce type d'écriture, c'est pas une écriture que vous pouvez faire Diophante, hein. C'est une écriture qui est à peu près celle que l'on peut trouver chez Descartes. Dans la géométrie, on est en 1637. Alors, qu'est-ce que ce serait qu'une lecture dépaysante? Ce serait une lecture qui, en fait, correspond à l'héritage euclidien. En effet, dans les livres arithmétiques d'Euclide, Euclide représente les nombres, ici c'est les nombres entiers seulement pour lui, hein, par des segments. Leur somme, c'est la juxtaposition de segments. Leur produit est représenté par un rectangle et un nombre carré est représenté par un carré. Alors, comment on va résoudre le problème à la manière euclidienne, mais je parle bien d'héritage euclidien, hein, c'est-à-dire que des auteurs qui arrivent peu avant Diophante utilisent cette manière de représenter les nombres. Mais de nombres, je les représente par des segments. Pour dire que la somme des nombres est 100, cette fois-ci, eh bien, je vais les mettre bout à bout. Et pour la différence entre eux, eh bien, je vais enlever du plus grand, 40, l'arithme, et je vais trouver 40, puisque la différence est 40. Et ainsi, j'obtiens donc que le grand nombre plus le petit nombre, c'est 40 plus 2 fois l'arithme, c'est-à-dire 2 fois le nombre qu'on cherche, le plus petit, qui est 30. Voilà comment, chez Euclide et ensuite dans la géométrie grecque, et aussi plus tard dans la géométrie et l'algèbre arabe, on résout les problèmes. En l'absence, je dirais, c'est un peu anachronique. Quand on n'a pas des x et des y, on les représente par des segments. La lecture doit être ou peut être dialogique. C'est-à-dire, il s'agit en formation de lire un texte comme une réplique dans un dialogue. Ça, c'est Mikhaïl Bakhtin qui parle comme ça. Mikhaïl Bakhtin écrit qu'un énoncé, un texte pour nous, est tourné non seulement vers son objet, mais aussi vers le discours d'autrui portant sur cet objet. C'est-à-dire que lire un texte demande de prendre en compte l'objet du texte. Et quand on donne un texte à un stagiaire, la première chose qu'il va regarder, c'est de quoi ça parle, l'objet du texte. Et puis, il pourrait même dire de quoi ça nous parle. Mais non, en fait, ça nous parle pas. L'auteur, il n'écrit pas pour nous. Un texte, donc, doit tenir compte de la visée de l'auteur par rapport au texte auquel il répond
et puis aussi des destinataires du texte auquel il écrit. Et j'insiste beaucoup dans la formation sur l'importance du destinataire. Il y a 3 sortes de destinataires selon Bakhtin, il appelle ça les genres du discours d'ailleurs. Ça peut être une personne bien déterminée, par exemple dans une correspondance, une sphère d'échange limitée, par exemple une académie, ou bien les contemporains pour un ouvrage. C'est intéressant parce que ça peut permettre d'engager un dialogue dans une formation. Lire un texte ou un mathématicien du passé, je l'appelle grand M, répond à des énoncés antérieurs, grand A, et s'adresse à des destinataires D, peut permettre d'établir un dialogue dans une formation entre les formés. Parce que les formés vont pouvoir parler de ce texte en tant qu'un texte qui est une réplique dans un dialogue. Et ils vont tout simplement pouvoir parler de ce texte. Et cela, vous savez, ça ne va pas du tout de soi pour les enseignants de mathématiques. Parce que parler d'un texte de mathématiques, ce n'est pas habituel du tout. Et en fait, ce qui se passe, c'est que avec cette conception dialogique, la formation devient une nouvelle sphère d'échange qui rentre en résonance avec celle du passé. On va pouvoir parler ainsi des textes mathématiques. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire donc? Comprendre un texte ancien dans une formation d'enseignant, et pourquoi poser cette question? Parce que dans une formation, il faut lire et situer un texte, en fait, dans 3 contextes différents. Dans celui des programmes et des difficultés rencontrées dans l'enseignement. Dans celui contemporain du texte, en particulier si on veut qu'il y ait un dépaysement. Et enfin, dans celui futur de l'intégration de ce texte éventuellement en classe et en lien avec une activité. Mikhail Bakhtin écrit « Comprendre, c'est mettre en rapport un texte avec d'autres textes et penser dans un contexte nouveau, dans mon contexte, dans le contexte contemporain du texte, bien sûr, et puis dans le contexte futur. » J'en viens maintenant donc à la deuxième partie, puisque j'ai dit qu'il fallait aussi former des corpus de textes anciens pour composer une intrigue. D'après Paul Veyne, le métier d'historien consiste à composer des intrigues. Il écrit « Les historiens racontent des intrigues qui sont comme autant d'itinéraires qu'ils tracent à leur guise à travers le très objectif champ événementiel. Puisque l'histoire, avec un grand H, n'existe pas, qu'il n'y a que des histoires d'eux, et que l'atome différentiel est l'intrigue, la valeur d'un livre d'histoire dépendra d'abord du découpage de cette intrigue. Qu'est-ce que c'est que cette intrigue dans le cadre d'une formation d'enseignant? Eh bien, l'intrigue, elle est bâtie à partir d'un questionnement pédagogique. Et elle va être développée à partir de la lecture de plusieurs textes anciens. Par exemple, j'ai parlé du groupe Ames tout à l'heure. Je prends l'exemple de l'intrigue du nombre dérivé. Le groupe Ames organise une formation qui dure 4 journées et qui mélange formation initiale, formation continue. Et le thème, c'est l'introduction des tangentes et du nombre dérivé en classe de première scientifique. Ils vont poser 2 questions. La première question concerne le nombre dérivé dans le calcul infinitésimal et dans l'enseignement donc. Ils écrivent « Pourquoi donc introduire un nouveau concept, celui de la dérivation? Cette nouveauté peut paraître bien déroutante pour les élèves, mais ça c'est vrai. D'autant qu'il n'est pas évident de montrer d'entrée l'intérêt ni l'efficacité de ce concept. Et c'est vrai aussi. Concernant les méthodes d'invention des tangentes dans les années 1630, il pose une autre question. Pourquoi les méthodes algébriques ou géométriques ont été abandonnées au profit de méthodes infinitésimales? Et vous voyez qu'avec ces 2 questions, en fait, il y a exactement la même intrigue, l'une au niveau de l'enseignement et l'autre au niveau de l'histoire. Leur corpus comporte 3 textes contemporains,
Les deux premiers, ce sont des méthodes des méthodes des tangentes qui sont proposées donc par Descartes et Roberval. Et la méthode de Descartes, c'est une méthode purement algébrique qui évite tout à fait l'infini. Tandis que dans le troisième texte, et là c'est une lettre de Descartes à Mersenne, et on voit que Descartes, avec le problème qui a été posé en fait par Mersenne, eh bien, ne peut pas utiliser sa méthode. Il est obligé, et il le fait, à parler d'infini. D'où le choix du groupe Hamès. Un corpus peut être synchronique ou diachronique, selon l'intrigue. Il va être synchronique quand on va s'intéresser à l'invention d'une nouvelle notion ou dans l'enseignement ou dans l'histoire. Par exemple, la notion de fonction au tournant des XVIIe, XVIIIe siècles avec Leibniz et les Bernoulli. En revanche, le corpus sera diachronique si on s'intéresse au changement d'une notion. Et là encore, je prendrai l'exemple de la notion de fonction, qui a été une expression analytique, puis une dépendance entre variables, puis enfin une correspondance entre des éléments de deux ensembles. Je termine avec la pratique de dévolution dans une formation initiale ou continue. La formation, en tous les cas telle que nous l'avons esquissée, est élaborée à partir de problématiques enseignantes et elle repose sur la lecture de textes anciens. Elle ne consiste pas du tout à fournir du matériel pédagogique clé en main, comme on dit, aux stagiaires. Donc, qu'est-ce que c'est que la pratique de dévolution? Qu'est-ce que j'appelle pratique de dévolution ici? Du formateur d'enseignant au formé, eh bien, elle consiste à confier aux enseignants la charge de mettre en œuvre la formation qui leur a été donnée, que nous leur avons donnée dans leur classe. En réalité, cette pratique de dévolution, elle est nécessaire pour que l'enseignant puisse intégrer l'histoire de manière appropriée dans sa classe, selon la progression pédagogique qu'il ou qu'elle a adoptée et en réponse aux objectifs qu'il ou qu'elle s'est fixés vis-à-vis de l'introduction historique. Voilà ce qu'écrit le groupe Hamès. L'histoire et l'épistémologie apparaissent elles-mêmes comme réponse à un problème. Ici, une problématique d'enseignement. Il convient donc de bien cerner ce problème, puis de proposer des pistes de résolution par le biais notamment de la lecture et de l'analyse de textes anciens. Ainsi, la force de l'action de formation réside davantage dans l'identification des problèmes et dans la réflexion suscitée, donc à partir des textes anciens, que dans la diffusion des solutions. C'est-à-dire qu'ici, il y a bien une pratique de dévolution. Voilà ce qu'écrit une équipe de Barcelone dans un stage qui est un stage uniquement de formation continue de type lycée. Ils écrivent: nous fournissons aux enseignants des textes anciens sur lesquels se fondent les connaissances mathématiques du passé. Ils doivent travailler avec ces textes, ce qui consiste à lire et à interpréter une sélection de textes mathématiques classiques, etc. Là, j'ai coupé. Des activités ont été expérimentées dans le secondaire et elles visent à inspirer les enseignants, mais pour créer leur propre activité. C'est-à-dire que pour l'équipe de Barcelone, il y a aussi pratique de dévolution. La pratique de dévolution, en fait, on a besoin d'y songer ou d'y penser quand on écrit pour des enseignants, spécialement pour des enseignants. La commission inter-IREM a édité 2 ouvrages qui rassemblent 18 expériences d'introduction d'une perspective historique dans la formation, au collège, au lycée et en formation d'enseignants. Ces ouvrages ne proposent pas une formule toute faite ou une réponse unique. Nous avons beaucoup réfléchi à la manière dont nous allions présenter ces expériences. Et en fait, on les présente comme des relations écrites par un enseignant pour d'autres enseignants. Les différentes expériences sont relatées par leurs auteurs en utilisant le pronom « je ». Les chapitres indiquent pourquoi
et comment l'auteur s'est rapporté à des ressources historiques en réponse à un certain questionnement, le sien, à un certain questionnement pédagogique. Les auteurs des chapitres mentionnent les circonstances et les conditions dans lesquelles ces expériences ont eu lieu. Mais c'est pour inviter leurs lecteurs à les transformer selon d'autres lieux, d'autres classes ou aussi d'autres niveaux. Et voilà, je vais conclure sur les enjeux actuels. Il y en a beaucoup. D'abord, déjà avec les nouveaux programmes de 2019, et puis aussi, c'est important, je vais opposer la pratique de dévolution de ce qu'on appelle les capsules historiques. Alors d'abord, bien, dans les programmes de 2019, l'histoire est intervenue de manière très importante dans les nouveaux programmes. Par exemple, dans les programmes de seconde, à propos de, c'est pas rien, de l'organisation du programme en seconde. Voilà ce qu'il est écrit. Il peut être judicieux d'éclairer le cours par des éléments de contextualisation historique ou épistémologique. L'histoire peut aussi être envisagée comme une source féconde de problèmes, clarifiant le sens de certaines notions. Et il va y avoir, en fait, pour chaque partie du programme, des items histoire des mathématiques. Il est écrit: les items histoire des mathématiques identifient quelques possibilités en ce sens. Pour les étayer, le professeur peut s'appuyer sur l'étude de documents historiques, c'est-à-dire de textes anciens. Par exemple, dans le chapitre Nombre et calcul, donc la partie histoire des mathématiques commence comme ça. La notion apparemment familière de nombre ne va pas de soi. C'est-à-dire, vous voyez, ça insiste tout de suite sur ce que je vous ai dit, c'est l'importance justement du familier et du non familier. Ici, les programmes donnent deux exemples. Ils donnent comme exemple la découverte des irrationnels et puis ensuite l'apport du calcul littéral pour les nombres. Et puis regardons le troisième paragraphe. Il est écrit: il est possible d'étudier des textes anciens d'auteurs tels que Diophante, Euclide, Al-Khwarizmi, Fibonacci, Viette, Fermat, Descartes, et mettre en évidence leurs aspects algorithmiques. Quand on lit ces programmes, eh bien, on a l'impression vraiment que ces programmes invitent à une intégration de l'histoire dans l'enseignement, qui ne se limite pas à quelques interventions isolées, peu nombreuses, dans l'année, ou qui seraient spécifiées comme, voilà, on va faire quelque chose d'historique. Une intégration aussi, où les apports historiques sont insérés dans la progression pédagogique. C'est-à-dire que ces programmes nécessitent en fait une formation historique. Alors, les capsules historiques. Moi, j'ai rencontré ces capsules historiques, c'était dans les années 1990, à l'occasion d'un très grand colloque, très important, un congrès, on peut dire, international sur histoire et formation. Quels sont les rapports entre histoire et, non, c'était pas ça, c'était histoire et enseignement des mathématiques, excusez-moi. Et donc, on parlait aussi, bien sûr, beaucoup de formation. Et puis, plus récemment, donc, je suis tombée sur un livre dont vous avez la référence en bas. Un livre qui s'appelle Mathematical Time Capsules, Historical Modules for the Mathematics Classroom. Il est édité par MAA, c'est-à-dire Mathematical Association of America. Dans la préface, on lit: les capsules historiques proposent aux enseignants des modules historiques à utiliser immédiatement en classe de mathématiques. Les capsules ont été écrites par des praticiens expérimentés, c'est-à-dire par des enseignants, pour fournir aux autres enseignants le contexte historique, des suggestions d'activités en classe et d'autres références et ressources sur le sujet traité. Mais ces capsules font juste quelques pages. C'est-à-dire que le contexte historique est parfois très court. Parfois, c'est juste un paragraphe. Donc, vous pouvez imaginer, bien sûr, tous les problèmes que ça peut poser, y compris, évidemment, dans ces cas-là, c'est un peu obligé, quelques erreurs. Et puis, on lit un peu plus loin, oh non, c'est juste après.
Après avoir lu une capsule, un enseignant aura une confiance accrue pour engager les élèves avec au moins une activité riche en histoire des mathématiques qui améliorera l'apprentissage des élèves du contenu mathématique du cours. En fait, il est peu question de ces questions d'apprentissage dans ces capsules. Vous voyez peut-être pourquoi je veux opposer la pratique de dévolution aux capsules historiques. C'est aussi bien, et ça va ensemble, au niveau de l'objectif et au niveau de l'exigence. La pratique de dévolution, objectif, elle correspond à une formation historique effective qui répond à des problématiques enseignantes. Au niveau de l'exigence, elle nécessite une préparation par des formateurs dédiés et elle s'appuie sur des textes disponibles dans la langue des formés, donc des stagiaires. Du côté des capsules, l'utilisation de capsules historiques, elle apporte une innovation dans l'enseignement des mathématiques. C'est souvent ainsi qu'ils sont présentés, et donc en particulier par des collègues étrangers. Ce sont des innovations. Alors, exigence, non, elle ne nécessite pas de formation historique. Une capsule fournit, comme l'écrivent des collègues brésiliens, une histoire spécialement écrite pour les enseignants. Et elle est réduite, donc, cette capsule, elle est réduite simplement à un nouvel outillage scolaire. La pratique de dévolution, elle veut aller contre une vision scolaire des mathématiques. Et ici, tout au contraire, je dirais, les capsules historiques se fondent sur une histoire scolaire adaptée aux enseignants. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cet exposé d'une très grande richesse et qui va susciter très certainement beaucoup de commentaires et de questionnements. Justement, à ce propos, donc je rappelle à tous les participants de la webconférence qu'il est possible de poser des questions. Certains ont déjà commencé, donc par l'onglet questions. Donc n'hésitez pas à écrire. Avec mon collègue Renaud Chorlet, on va éventuellement les regrouper afin de faciliter un petit peu la réponse pour notre conférencière. Et donc, faut vraiment pas, voilà, n'hésitez pas, et on pourra ensuite développer différents points qui ont nourri l'exposé proposé par Yveline Barbin aujourd'hui. Donc, voilà, je vous laisse quelques temps. Il y a déjà quelques thématiques qui sont ressorties, donc peut-être Renaud, si tu veux synthétiser un peu. Merci beaucoup, Evelyne, pour ce très bel exposé. Donc, en effet, notre rôle à Thomas et à moi est de relayer les questions que vous posez dans le chat. Éventuellement, nous en avons, mais vos questions ont priorité. Donc, une première question pour toi, Evelyne. Je cite ou je paraphrase. Le traitement direct des textes originaux ou des sources originales est parfois très difficile. Il peut sembler nécessaire de les adapter, de les traduire, de les simplifier. Comment le faire sans déformer et sans faire perdre l'originalité ou le dépaysement? Oui. Ça, c'est vraiment la solution. Enfin, c'est la première question. Hein, si on dit qu'il faut utiliser des textes anciens, vous avez vu que moi, je propose de ne pas se lancer et pas forcément se lancer tout de suite. Parfois, il faut le faire parce que les textes sont tellement difficiles. Mais s'il s'agit simplement de faire ça, on n'a pas besoin de prendre des textes anciens. On peut prendre n'importe quel texte et puis faire des traductions en termes modernes. Avec les enjeux que j'ai indiqués, qui sont, il est clair, hein, c'est important, ce sont des enjeux épistémologiques. Hein. Il va falloir pouvoir faire une lecture qui soit dépaysante. Et cette lecture dépaysante, souvent, c'est surtout quand on est dans le contexte d'une intrigue, hein, une intrigue qui pose un problème d'enseignement. Hein. Eh bien, elle va consister à situer ce texte-là dans son contexte historique. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il faut des formateurs dédiés, c'est-à-dire il faut qu'il y ait des personnes qui aient travaillé, qui aient
suffisamment fait de l'histoire des mathématiques eux-mêmes pour pouvoir faire ce type de contextualisation. Ça, c'est important. Et puis voilà, donc au contraire, hein, moi je ne pense pas que s'il s'agit simplement d'adapter tout de suite les textes à l'enseignement d'aujourd'hui, bah, on aura, pour moi, perdu, on pourrait dire, l'âme, l'essence de ce qu'on veut faire en introduisant l'histoire des mathématiques. Hein. L'histoire des mathématiques, c'est ça qui va faire vivre les mathématiques, les faire vivre ailleurs que dans la classe, ailleurs que comme quelque chose de purement scolaire, comme les pensent souvent les élèves. Et quand on donne un texte dans une classe, quand on a bien réfléchi à ce qu'on va faire avec eux, ceux qui en ont l'expérience savent tout ce qu'on peut en tirer. On a beaucoup de témoignages. Les témoignages qu'on a négatifs, moi j'en ai peu, c'est justement, et la question pour ça elle est excellente, c'est justement quand on a pris le texte comme ça, et puis qu'on l'a traduit, bon ben voilà, on a fait ça, puis et après on a perdu du temps, comme disent les enseignants, et ça ils n'aiment pas. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas derrière le questionnement épistémologique, et il n'y a pas derrière cette lecture des textes anciens qui pose l'intrigue donc de l'enseignement et qui va répondre à partir des vraies mathématiques, hein, les mathématiques authentiques aux questions. Parce qu'en fait, quand on dit, parce que c'est souvent une question qu'on entend, quel est le sens de telle et telle notion en mathématiques ? Quel est le sens ? Il faut donner du sens. Non, on n'a pas à donner du sens. Le sens, il est déjà. Il est dans l'histoire des mathématiques. Et on peut s'y reporter. Voilà. Et à partir donc de problèmes. En pensant que, et il faut penser aussi, ça nous fait penser aussi à ça, hein. Est-ce que dans l'enseignement, les notions qu'on apporte sont toujours bien en équilibre, bien mises en rapport avec les questions qu'on pose? C'est un petit peu la question qui est posée avec le nombre dérivé. C'est difficile, le nombre dérivé. Et qu'est-ce qu'on en fait après, en classe de première? Et qu'est-ce qu'on en fera après pour ceux qui vont abandonner les mathématiques, hein? Donc, il faut aussi, ça nous a conduit, vous savez, avec cette question-là, ça nous conduit vraiment à nous poser des questions, y compris sur la manière dont on va traiter les programmes. Plutôt que de se demander comment on va lire les textes, finalement. Merci. Je pense que ça répond à la question. Au pire, on y reviendra si jamais comment elle ressurgit. Une autre question qui finalement est un peu presque à l'opposé, puisque une des questions donc dans les commentaires était une réaction en fait à la présentation au moment où il y avait les gnomons dans l'exposé. Et donc la personne demande, donc dans la veine de la méthode Singapour, pourrait-on imaginer de matérialiser les gnomons sous une forme de domino, de permettre ainsi la manipulation de ces objets pour retrouver les identités marquables? Et une question qu'éventuellement, peut-être tu peux étendre à la question de l'artefact historique, l'artefact matériel dans cette approche historique. Ouais. Alors, elle est extrêmement importante. Moi, je vais vous parler, si vous voulez bien, mais je pourrais parler peut-être d'autres expériences, mais comme l'exemple que j'ai donné, c'est donc avec une formation de futurs professeurs des écoles. Je vais parler de ces futurs professeurs des écoles, si vous voulez, parce que c'est extrêmement important. Vraiment, moi, je leur demandais de venir avec des cartons de couleurs. On faisait des découpages, on faisait des découpages, on associait différentes formes, etc. On passait beaucoup de temps à faire ça, beaucoup. Et les étudiants avaient évidemment un autre rapport aux mathématiques que celui qu'ils avaient auparavant, hein. Ils avaient une autre idée des mathématiques et ça leur permettait de comprendre enfin parfois des choses qu'ils ne comprenaient pas vraiment. Quand on dit par exemple le théorème de Pythagore, ce que j'ai entendu à l'UFM de Créteil où j'étais, j'ai pas fait encore le théorème de Pythagore parce que j'ai pas commencé l'algèbre par exemple. Bon, on voit bien que si on fait vraiment le théorème de Pythagore à la manière chinoise, par exemple,
ou à la manière indienne, et qu'on assemble des formes, on va voir que oui, la somme de 2 carrés est égale à un carré. Et on va entendre le carré qu'on dit sans faire attention que quand on dit carré, on dit une forme géométrique. Et ça, c'est important. Donc oui, bien sûr, tout à fait d'accord avec le fait que ça conduit à des manipulations. En collège, on connaît aussi beaucoup de collègues qui utilisent des instruments anciens pour mesurer la hauteur d'un immeuble, la largeur d'une rivière, etc. Très important, tous les artefacts techniques. Instrumentaux. Alors, une autre question, merci Evelyne, sur les questions de formation. Les questions se posent sur la durée nécessaire pour des formations d'enseignants et par exemple, que pourrait-on estimer comme une durée minimale de formation, soit initiale, soit continue, par exemple, pour préparer les enseignants à enseigner les programmes actuels de lycée en intégrant la dimension historique qui est fortement suggérée dans les programmes. Quelle durée ou quel critère semblerait être minimal? Alors moi, j'ai eu le temps d'enseigner il y a quelques années où on avait du temps. Hein. Parce que les choses ont tellement changé, moi j'ose à peine répondre à cette question. Alors on va dire dans l'idéal, hein, n'est-ce pas Renaud? Parce que je sais bien que la situation dans les INSPE n'est pas celle des IUFM. Moi je donnais des unités de formation où il y avait 6 journées. Donc ça c'était formation initiale. Les formations continues, c'était une journée, c'était pas assez. Mais en fait, visiblement, en formation continue, il y avait des stagiaires qui revenaient. Et c'est pour ça qu'avec mes amis de l'IRAM Paris 7, on changeait de sujet tous les ans, de manière à ce qu'ils puissent, en fait, d'une certaine façon, accumuler ces journées. Voilà. Je sais pas. Quand on voit, lisez ce que fait le groupe AMES, vous voyez ces 2 journées, on se dit qu'avec ce qu'ils font, en 2 journées, déjà, je pense que les formés apprennent des choses intéressantes. 6 journées, c'est bien, si c'est possible. Au niveau de la formation initiale, j'ai eu la chance aussi, c'était avant, je sais pas comment on appelle ça, les master MEF, hein. C'était pas ME, je sais pas, ça intervenait donc dans ce qu'on appelle on appelait ça les maîtrises. Hein. Donc là, j'avais pas mal d'heures aussi. Hein. Et je prenais un thème hein, en général. Je changeais bien sûr. Par exemple, vers la fin, je prenais comme thème les méthodes en géométrie parce que c'était pour des futurs professeurs de lycée-collège et je voyais bien qu'ils ne connaissaient pas vraiment la géométrie ni l'idée de méthode, tout ça. Et c'était bien intéressant. Alors que, donc maintenant je termine avec la formation initiale pour les professeurs d'école, là j'avais vraiment beaucoup d'heures, hein, beaucoup d'heures. Je ne sais plus, mais c'était la plus grosse partie, pour vous dire. Hein. La plus grosse partie de mon enseignement, de mes 192 heures, ça dépassait la moitié des 192 heures. Donc j'avais vraiment beaucoup d'heures avec eux, hein, qui étaient distribuées en cours TD et en TD. Et c'est pour ça que je pouvais leur faire lire des textes anciens. Et vous savez, c'est assez étonnant d'ailleurs. Je reviens à la question de tout à l'heure parce que je voudrais y répondre aussi comme ça. Donc, parce qu'on lisait aussi Euclide. Et puis, vous savez, quand on lit les proportions chez Euclide, on dit un nombre est à tel nombre, comme tel nombre est à tel nombre. Alors, moi, je sais que j'ai encore du mal avec ça. Mais avec des étudiants qui étaient là, qui étaient des étudiants qui n'avaient pas fait de mathématiques depuis le lycée. Donc, vous voyez, c'était déjà un peu vieux, ils ne se souvenaient pas de grand-chose. Ils se souvenaient bien sûr du théorème de Pythagore. Thalès, déjà, c'était un peu difficile. Eh bien, en fait, quand on se plongeait dans Euclide, eh bien, eux, avec une facilité qui m'étonnait, disaient un nombre est à un nombre comme un nombre est à un nombre. Puis ils allaient au tableau, un nombre, ça c'était à ça, comme ça, c'est à ça. Et c'était un peu émouvant pour moi parce que je me disais, après tout, pour eux, c'est un texte dont ils ont bien compris le sens. Et après, ils vont le dire et puis ils vont le lire.
Donc la question, vous voyez, de pouvoir lire des textes anciens se pose. Lire des textes d'Euclide, c'est tout à fait possible, mais on peut être arrêté tout simplement si on n'accepte pas de lire des phrases. Et on peut être bloqué avec ça. Mais il faut lire des phrases. Il y a quelques années, j'en discutais avec mes collègues d'un laboratoire de mathématiques, il y a quelques années, dans les manuels, il y avait des phrases, hein, et on lisait, et les élèves de collège lisaient des phrases. Il faut pouvoir, encore aujourd'hui, lire des phrases, et on pourra lire beaucoup plus facilement les textes anciens. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est qu'un texte mathématique? C'est un texte avec plein de symboles. D'ailleurs, vous pouvez donner un texte et puis demander à vos stagiaires comment vous reconnaissez que c'est un texte de mathématiques. Vous allez voir ce qu'on va vous dire. C'est quelque chose d'amusant. Ok, merci. Une question, question oui, sans doute une dernière question. Du coup, je regroupe peut-être un peu des choses qui seraient finalement, selon toi, donc quels pourraient être les apports au sein du parcours de l'élève à l'école primaire? Et je vais la regrouper avec une question, peut-être par erreur, mais enfin, tu me diras. Finalement, les élèves parfois ne connaissent que quelques noms, Pythagore, Thalès. Est-ce que c'est ça l'histoire, quoi? Et donc voilà. Quelle est ta vision sur l'apport possible pour des élèves de primaire, donc assez jeunes, et la place de ces peut-être figures un peu emblématiques? Alors, vous savez, moi, je suis un petit peu en terrain inconnu. Je ne vais pas faire une question sur les lycées, collèges. Mais quand même, je vais essayer d'y répondre. Il y a très longtemps, quand j'étais, enfin très longtemps, pas exagérer non plus, hein. Enfin, quand j'étais à l'UFM de Créteil, le ministère avait décidé de créer une commission pour introduire l'histoire des sciences dans le primaire. Et bon, c'est un peu normal, je me suis retrouvée dans cette commission. Et bien, en fait, finalement, c'était un historien pur jus, hein, qui avait été chargé, à Niger, je suppose, qui avait été chargé de mener cette commission. Et les ambitions étaient d'aller un petit peu plus loin. Mais vous voyez, c'était dans le cadre d'une histoire des sciences. Et peut-être que déjà, on peut se poser la question histoire des sciences ou histoire d'une discipline quand on est dans le primaire. Je vous laisse la question, je ne vais pas y répondre. Maintenant, pour le primaire, c'est toujours bien de donner des noms, parce que ça montre que l'histoire, elle est là depuis longtemps, et que ce qu'ils apprennent, ce sont ce qu'on appelle des savoirs pérennes, hein, qui sont là depuis longtemps, hein, les nombres, les figures, le triangle, puis ah bon, et le triangle, on a dû l'inventer quand même, le triangle. Voilà, on peut se poser la question de l'invention du triangle, puisque le triangle, je suppose que on voit ça, et le rectangle et tout ça, hein. Ben oui, cela a été inventé. Et ça fait déjà une petite révolution de dire que les choses ont été inventées, de dire à quelle époque. Donc, c'est pas à négliger. Mais on peut aussi s'inspirer de l'histoire. Ce que tu disais tout à l'heure, Thomas, tu vois, sur les assemblements et tout ça, je suppose même, je dirais même que ça existe déjà chez des personnes qui ne font pas de rapport avec l'histoire des mathématiques. Bien. Merci beaucoup. On arrive, je crois, au terme de cet exposé. Comment on a balayé, je pense, les questions principales. Évidemment, sans épuiser le sujet, ça aurait été trop beau. Merci encore au professeur Évelyne Bardin d'être intervenu, nous avoir proposé cette conférence très riche. Merci au public. Merci. Et merci beaucoup, bien sûr, au public d'avoir été présent et d'avoir participé activement aux échanges. Donc, il me revient de clore un peu avec mon collègue Renaud, de clore un peu l'événement. Donc, néanmoins, cette conférence se termine, mais ça ne termine pas le cycle de conférences. Donc, je vous invite éventuellement à voir la prochaine conférence qui aura lieu donc, le 17 mai. Toujours pareil, à 16h30, via le même dispositif. Donc, cette fois-ci, ce sera donc de la didactique de la géographie avec le professeur Jean-François Thémines, donc de l'Université de Caen.
qui proposera donc une conférence sur les enjeux d'une formation universitaire au métier d'enseignant en géographie par l'épistémologie de la discipline. Le dispositif est toujours le même pour s'inscrire à la conférence. Merci encore, Evelyne Barbin, merci à tous.